Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie de te recevoir pendant les prochaines minutes de ce podcast qui est vraiment dans une nouvelle ère. Je sais que c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais cette année c'est vraiment vrai parce que si tu es sur Spotify, sur iTunes ou que tu m'écoutes juste, sache que tu as la possibilité d'aller sur YouTube pour voir ma tête te parler, ma tête qui a été maquillée et ça vaut le coup. Donc voilà, juste le podcast Amulette devient également un podcast vidéo. J'avais envie de step up un petit peu le game cette année et donc c'est parti. Petit disclaimer, on a dit que 2022, l'intention était de créer du contenu vidéo, notamment le podcast. Il y aura sûrement un vlog qui va venir dans un second temps. Entre l'intention et arriver à quelque chose qui fonctionne, alors j'ai pas envie de dire parfaitement, mais qui fonctionne très bien, il y a un petit chemin. Et pour le coup, pour ce premier épisode, clairement, la caméra a décidé de faire un autofocus derrière moi. Voilà. Donc, c'est un peu flou, carrément flou même, à partir de, je sais pas moi, quelques minutes. Si vous avez envie de continuer à regarder la vidéo, allez-y sur YouTube. Il y a des extraits pour illustrer certains des propos que j'ai. Sinon, vous pouvez passer sur Spotify et iTunes et revenir pour la prochaine vidéo. Merci pour votre compréhension et on retourne à l'épisode. Donc on est aujourd'hui, quand tu vas écouter ce podcast, on est, il me semble, le 7 janvier 2022 et on a survécu à l'année 2021. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 minutes pour se féliciter de ce challenge? Parce qu'honnêtement, il y a des moments, c'était pas gagné. Right? Donc on a survécu à cette année et en fait j'avais envie de partager avec toi les choses que j'ai appris en 2021 qui ont été importantes pour moi et qui m'ont vraiment en fait permis de shifter et de devenir une nouvelle version, de passer à un nouveau cycle de ma vie. J'ai l'impression également de devenir plus adulte, plus femme, plus responsable. Donc je vais te partager les 21 choses que j'ai apprises en 2021. Donc oui, en effet, je raconte ma life, mais comme toujours, on est tous des miroirs les uns des autres. Donc l'idée, c'est qu'il y a sûrement des choses qui vont résonner avec toi, peut-être pas exactement dans le même contexte que le mien, mais peut-être autre part dans ta vie. Donc sois à l'écoute et essaie de voir justement ce qui résonne par rapport à ce que je dis, et peut-être que ça va te donner aussi, toi, des axes sur lesquels tu as envie de travailler, soit des choses sur lesquelles tu as évolué aussi cette année, pour lesquelles tu peux te féliciter. C'est hyper important de se féliciter. Alors c'est parti, number one. Alors c'est pas classé dans un ordre particulier, hein. C'est pas du tout classé, c'est venu juste comme ça. La première chose que j'ai apprise en 2021, c'est, bien sûr, c'est pas dans l'ordre, mais une chose importante, c'est que on peut réellement créer sa propre vie. Et tu vois, c'est au-delà de la phrase de développement personnel que je peux te donner, partager souvent avec mes clients et mes clientes, parce que c'est une phrase qui est, vraiment qui va être source de motivation, en fait. Ça va vraiment, à un moment donné, sécréter dans ton cerveau de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, entre autres. Et c'est pas juste une phrase comme ça. C'est vraiment, en fait, on est chacun et chacune artiste, créateur, façonneur, architecte de nos vies. Et qu'on le veuille ou non, qu'on ait une intention particulière ou non. C'est-à-dire que même si tu n'as pas conscience que tu es la personne qui crée ta vie, en fait, tu la crées quand même. C'est-à-dire que même sans le faire de manière intentionnelle, l'énergie que tu vas dégager, le fait que tu fonctionnes d'une manière ou d'une autre, les conditionnements sur lesquels tu vas pas forcément travailler, les émotions sur lesquelles tu vas pas forcément faire attention, etc. Donc, pour résumer, on crée notre propre vie, on est en mesure de poser des actions, de fermer des portes, d'avoir des conversations, de gérer nos émotions de manière à ce que la vie qu'on souhaite créer dans le monde se réalise. Et ça, en fait, ça a été une belle réalisation de 2021 et en même temps une réalisation difficile parce que ça nécessitait pour moi de prendre l'entière responsabilité de toutes les choses qui étaient en train de se passer dans ma vie. I was not good. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris à être plus responsable financièrement. Et ça, it was a fucking joke. Honnêtement, je ferai un podcast sur ça, sur mon chemin vers le debt-free, c'est-à-dire vers une vie sans dette. Mais mon Dieu, en fait, j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais médiocre et irresponsable financièrement parlant, mais vraiment. Et ça m'a emmenée dans des situations très, très compliquées. Ouais, franchement, c'était chaud. Donc, de reprendre vraiment ce que je disais, créer sa vie et donc reprendre le contrôle et être plus responsable, arrêter de se cacher derrière des excuses, c'est quelque chose que j'ai aussi également appris à faire
en 2021. Thank God. Pour aller toujours dans cette même énergie, j'ai appris une troisième chose, c'est l'importance de fermer les portes. Fermer les portes, donc là, c'est vraiment pour moi une métaphore dans la vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que il y a plein de choses qui peuvent être fermées et ouvertes dans nos vies. On peut fermer une relation, ouvrir une opportunité, etc. Donc, pour moi, c'était important, en fait, de prendre le temps et la responsabilité, toujours la même chose, de fermer. Vraiment. Donc, fermer des dossiers. Donc, par exemple, avec des clients, sur des projets, fermer d'éventuelles relations amicales ou plus, en vraiment se disant, ok, là c'est bon, on ferme en fait, plutôt que de laisser cette espèce de fil, de cette espèce d'énergie qui court et qui ne permet pas aux autres opportunités de rentrer. C'était fermé aussi dans un sens plus, tu vois, matériel, genre administratif tout simplement. J'avais un paquet de dossiers, de trucs non traités administratifs. Pour ceux qui sont en France, vous savez à quel point l'administration elle peut être lourde et qu'il y a une grande partie de la population qui a ce qu'on appelle la phobie administrative, à savoir vraiment cette peur de gérer toute cette paperasse. C'est vraiment un système un peu scolaire, punitif, très bizarre, où il faut 50 formulaires, le E70 qui t'emmène au B3, qui te permet d'obtenir le truc. Enfin bon, c'est un délire. Et donc, voilà, de me poser face à ça et de me dire, ok Val, là, il va falloir que tu regardes en fait le bordel que tu as laissé pendant des années et que tu fermes ces dossiers, donc en les gérant, en envoyant les courriers, en réglant les trucs, etc. Ouais, ça c'est aussi un apprentissage de 2021 qui a été un peu pénible, mais qui, je pense, est absolument nécessaire quand on a envie de recréer quelque chose, un nouveau cycle et des meilleures bases. Numéro 4, l'importance et le pouvoir du pleur. Du pleur, vraiment. Ça, c'est... J'ai pas encore trouvé d'études sur le pouvoir du pleur. Donc, quand je dis du pleur, c'est vraiment pleurer. Mais j'avais entendu un podcast dans lequel, en effet, quand on pleurait, les larmes, en fait, elles étaient constituées d'eau, bien évidemment, mais elles étaient également constituées de toxines. Donc, c'était une manière, comme la transpiration ou les urines, d'évacuer les toxines. Mais au-delà de ça, en fait, le pleur, je suis convaincue fondamentalement, et je vais trouver les études qui le prouvent juste scientifiquement, que le pleur est un moyen de se libérer, un moyen de faire de la place, de faire le vide, un moyen de faire le deuil, un moyen d'aller apaiser cet enfant qui est à l'intérieur de nous, un moyen de s'exprimer aussi. Donc voilà, le pouvoir du pleur et la nécessité pour moi de pleurer de manière assez régulière. Pas juste quand il y a vraiment quelque chose de grave qui arrive, mais sur même des micro-choses, des micro-contrariétés, des micro-incompréhensions, des micro-blessures, pour éviter que ça stagne à un moment donné dans mon corps et dans mon esprit, dans ma psyché, etc. Et qu'après, je me retrouve bloquée, en fait, et en incapacité, justement, de créer la vie que j'ai envie de créer. Donc, de pleurer souvent, régulièrement, en intimité ou avec des personnes où je me sens intime. Ça a été aussi une belle découverte de 2021. 5, celle-ci. C'est bien d'avoir des plans, mais c'est aussi hyper important de lâcher prise. Et ça, mon Dieu, alors, est-ce qu'on peut être plus à l'opposé que ça, en fait, entre deux statements, deux phrases? Avoir des plans, mais lâcher prise. C'est-à-dire vraiment se dire, ok, voilà la direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Je vais mettre mon gouvernail vers là, et en même temps, je vais faire confiance au vent qui va me pousser vers ça. Et donc, c'est pas essayer de contrôler le vent, vraiment. C'est juste de donner la direction. Et en fait, je trouve que c'est une limite qui est assez subtile et que j'ai parfois du mal à détecter parce que je me dis, mais en fait, il faut que les choses se passent exactement comme je pense qu'elles devraient se passer, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui a un plan pour moi. En tout cas, c'est ma croyance. L'univers, la nature, les ancêtres, Dieu, Allah, qui tu veux. Pour moi, il y a un plan, voilà. Est-ce qu'il y a l'illusion ou non de penser qu'on a un impact sur ce plan, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais je me dis quand même, ok, quitte à faire genre, quitte à être dans cette illusion, au moins que je fasse genre, j'ai un petit peu de contrôle sur ce qui va se passer. Donc je vais définir une direction, un plan, peut-être qui fait peut-être partie d'un plus grand plan, mais bref, c'est pas la question, on n'est pas dans Matrix. Et après, je dois laisser, en fait. Je dois laisser le vent me porter. Et parfois, le vent, il va m'emmener vers des endroits où c'était pas forcément la direction. Ou alors, j'ai l'impression que la direction vers laquelle le vent m'emporte n'est pas la direction que j'avais souhaitée, alors que je prends pas suffisamment de hauteur et de recul pour me rendre compte que c'est le même chemin. Et ça, c'est dur, damn. Ça, c'est dur. Typiquement, un exemple très simple.
que je trouve drôle maintenant, mais il y a 3 semaines, c'est ça qui me faisait chier et pleurer ou quoi, c'est que donc au mois d'octobre, j'ai quand même fêté ici à l'endroit où j'enregistre ce podcast, mon anniversaire et mon pot de départ vers l'Afrique. J'ai fait 3 semaines au Cameroun. Et ensuite, je suis revenue en France pour le travail. Et tout ce que je suis toutes les choses dont je suis en train de te parler là, toutes les choses que j'ai apprises là, justement, c'est ce temps qu'il m'a fallu et qu'il me faut encore pour mettre les choses en place pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Donc en fait, je suis encore en France. Et c'était hyper frustrant au début parce que j'avais l'impression vraiment d'être a failure, enfin que c'était un échec en fait. En plus un échec hyper public parce que là moi j'amène tous mes potes, j'en dis ouais je me casse et tout machin, tout le monde est là ouais c'est génial, t'es vachement courageuse et tout, et en fait j'ai passé plus de temps en France qu'au Cameroun depuis que j'ai fait mon pot de départ. But that's okay, comme ferait Tiffany dans Insecure, that's okay, everything is perfect. En fait c'est juste de se dire la vie, j'ai envie de chanter la chanson de Princess Lover mais c'est pas le sujet, on va la chanter. Dans la vie il y a des hauts et des bas. Et en fait, c'est vraiment cet esprit-là, c'est que parfois on a l'impression qu'on n'est pas sur le chemin alors qu'on est sur le chemin. Parfois on a l'impression qu'il faut que les choses arrivent vite, alors qu'il faut prendre le temps. Donc voilà un petit peu le numéro 5. Celui-là, il est corsé. Le numéro 6, celui-là, franchement, trop contente. Et pour le coup, quand on parle de lâcher prise, j'avais un peu lâché l'intention, ou plutôt l'intention sur cette 6e chose, c'est que je pouvais me désintoxiquer du sucre. Donc si tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais que je parle souvent des différentes addictions, je ferai également un épisode sur le sujet. Et une des addictions que j'ai rapidement identifiées chez moi, c'était mon addiction au sucre. J'ai été biberonnée à des matins très très sucrés avec des Frosties, du Nutella et des choses comme ça. Et en fait, c'est hyper violent c'est hyper violent pour un enfant, la concentration de sucre, d'énergie qui est envoyée dans le corps. Et donc, du coup, les mécanismes addictifs qui se mettent en place et qui font qu'après moi c'était j'allais avoir une alimentation, un grignotage un peu compulsif qui était lié à une émotion que j'arrivais pas à digérer et j'allais me tourner vers le sucre. Et en fait, là, ces derniers temps, et je pense que c'est un tout, en fait, à savoir remettre un petit peu de rigueur dans la vie, etc. Le sucre, c'est un peu, je sais pas comment expliquer, il s'est un peu dissolu, quoi. J'ai plus tant envie de sucre que ça. J'ai même posé des actes un peu chelous, qui pourraient être considérés un peu comme chelous, mais qui me permettent de réguler mon niveau de sucre et de pas avoir ces cravings, donc toutes ces vous savez, c'est quand on a une forte envie de sucre. Typiquement, le matin, ce que je fais maintenant, c'est que je bois de la soupe. Voilà. Et c'est pas dans un but de perdre du poids, etc. Je suis plus à ce niveau-là par rapport à mon corps. C'est juste que c'est le moyen que j'ai trouvé qui me permet à la fois d'avoir, de recevoir du coup des fruits, des légumes. Donc c'est des soupes que je fais maison, donc de cuisiner pour moi dans un premier temps hyper important. Et en plus, ça me permet vraiment de me caler sans avoir une sensation d'être pleine comme avec un petit déjeuner hyper copieux. Et en plus de ça, j'ai pas de cravings, donc j'ai pas à un moment donné un coup de barre. Et après, par-dessus ça, je peux manger autre chose. Mais la première chose que je vais prendre la plupart du temps le matin, maintenant, c'est de la soupe. Et c'est plutôt cool, en fait. Donc voilà une manière pour moi de jouer avec cette addiction du sucre et de faire en sorte qu'elle ne soit plus. Je suis assez contente de ça. Et je ferai un épisode sur les addictions, c'est sûr. J'ai appris cette année, en 2020, à respirer de manière plus régulière et de manière plus profonde et à être plus consciente de ma respiration. Je parle également beaucoup de respiration, je pense, dans ce podcast. Je ferai un épisode sur le sujet. Ma volonté en 2022, c'est de me former justement au breathwork, donc au travail de respiration, parce que pour moi, ça a été un outil tellement puissant et tellement magique qui m'a permis de me libérer de tellement de choses, qui m'a permis de me guérir, de me donner énormément d'amour, pour ceux qui sont familiers avec ces termes-là, de me connecter à ce qu'on peut appeler la source, l'univers ou que sais-je, parce qu'à un moment donné, dans les exercices de respiration, tu vas respirer à une certaine fréquence, dans une certaine dynamique, en utilisant ton ventre, en utilisant un rythme bien particulier, et ça te fait aller dans un état modifié de conscience. Et dans cet état modifié de conscience, que certains peuvent considérer comme la source, comme l'univers, comme Dieu, encore une fois, Allah, qui tu veux, pour moi, c'est un moment, en fait, c'est un endroit, c'est un espace-temps d'amour inconditionnel. Et ça fait un bien de fou. Ça fait un bien de fou parce que ça me permet d'enlever tous les bruits parasites que je peux avoir dans ma tête
au quotidien. Pour rappel, 60 000 pensées par jour, 90% de ces pensées sont des pensées répétitives et la majorité de ces pensées répétitives sont négatives. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un moyen de me connecter à mon moi suprême, supérieur ou que sais-je, et à retrouver un moment de paix, vraiment. Donc, la respiration, c'est game changer pour moi, vraiment. J'ai appris également à croire en moi. Et ça, je pense que c'est lié aussi avec la respiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'accède à cet état modifié de conscience sans substance, donc juste avec la pratique de la respiration, j'ai besoin de rien en fait. J'ai besoin de rien d'autre que d'être moi, d'être là. Et je suis rassurée sur mon caractère sacré. Et sur ma capacité à être et à créer tout ce que je souhaite créer. On revient, tu vois, au truc du début, en fait. Tout ça, c'est vraiment lié. Et donc, ouais, ça m'a vraiment aidé aussi à croire en moi et à croire en mon potentiel. Souvent, on a une vision hyper biaisée de nous-mêmes. C'est comme si nos yeux nous regardaient et que ça avait un effet de miroir déformant. Le monde à l'extérieur de nous, nos gens proches, les gens qui nous aiment la plupart du temps, ont beaucoup plus de capacité et de facilité à voir en nous les belles choses que nous sommes, les belles qualités que nous avons. Et nous, c'est comme si on était, tu vois, comme s'il y avait de la buée sur nos lunettes. Et donc, de respirer comme ça me permet en fait de me voir, j'ai l'impression, de manière plus juste. Avec beaucoup, beaucoup plus d'amour. Et en même temps, beaucoup plus de sincérité aussi, quoi. Donc bon, c'est pas le monde des bisounours, pas du tout. Mais c'est un monde, j'ai l'impression, plus juste, dans lequel il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, en fait. C'est très bizarre. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris également à me vendre en 2021. Waouh, ça c'était vraiment... Ça c'était chaud. En fait, pendant longtemps, j'ai énormément compté sur mes sœurs, et particulièrement ma sœur Sandra, pour gérer toute la partie commerciale de l'entreprise, de nos activités, etc. Parce que j'avais l'impression de ne pas être faite pour vendre. Je disais que j'aimais pas les gens, alors que c'est pas du tout vrai, que les gens me saoulaient, etc. Alors que c'était juste pour moi un moyen de cacher un malaise, même parfois un mal-être, face à voilà qui je suis, voilà mes compétences, voilà ce que je pense que ça vaut. Et ça, en fait, d'oser poser finalement un montant sur mes prestations, sur mes créations, etc., c'est une opportunité d'être rejetée dans mon fonctionnement, en fait, à l'ancienne. Et en lançant Amulette, donc pas le podcast, mais vraiment la partie ornement, donc tous les bijoux que j'ai fait, la collection, etc., que j'ai faite deuxième partie de l'année, en fait, je me suis vraiment mise à nu et je me suis vraiment lancée en mode on y va vraiment, quoi. Et ensuite, après ça, a suivi toute la partie coaching et ensuite la partie formation. Donc j'ai vraiment, avec le temps, réussi à valoriser mon travail sans en avoir honte, sans me dire « Oh là là, tu peux pas aider les gens et demander trop d'argent ». Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de conditionnements liés à l'argent. Je ferai un épisode sur le sujet, bien évidemment, qui m'empêchait en fait de me vendre à ma juste valeur. Et je pense que je suis juste sur le chemin là et que je vais continuer cette progression là pour également attirer les personnes qui vibe vraiment avec mon énergie. Donc ça, c'est très cool. J'ai appris en 2021 à coacher les hommes. Alors, je vais essayer de faire long story short, mais en gros, quand je me suis vraiment lancée dans le coaching, j'ai commencé par me chercher un petit peu parce que je savais pas trop... c'était difficile pour moi d'avoir une légitimité parce que je suis coach, etc. On dit que je donne des bons conseils. Très bien. Bon, il y a plein de gens qui le font très bien. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à vraiment poser de manière très très claire toutes les compétences que j'avais et ma capacité à voir les cartes en fait des personnes qui se présentaient à moi et à voir du coup finalement les conséquences et les causes possibles des comportements, etc., et les manières de délier, dénouer, etc. Je me suis d'abord recentrée sur les femmes parce que c'était une période également dans ma vie personnelle où je faisais un deuil de plein de choses par rapport en relation aux hommes. Donc pour moi, c'était plus simple de travailler et d'accompagner mes sœurs, les femmes. Et puis, quand je me suis lancée sur le travail sur l'enfant personnel, Vibe avec ton enfant intérieur, c'est là où, à une masterclass, je pense que j'ai un homme qui s'est inscrit, qui est ensuite devenu mon client, donc très très cool.
Et en fait, ça a vraiment ouvert quelque chose en moi en me disant, mais pourquoi est-ce que tu fais de la discrimination comme ça, alors même qu'il s'agit plus d'un travail d'âme que d'un travail de genre ou de sexe, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu bloques et que tu te dis non, moi je coache pas les hommes, alors qu'ils pourraient également bénéficier de ça, en fait. Et donc voilà, grâce à ce participant et qui est maintenant ce client, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et du coup quand j'ai travaillé sur mon carnet initiatique sur l'enfant intérieur, les hommes sont bien évidemment inclus. C'est plus un travail qui est genré, c'est plus juste un travail pour les femmes, c'est un travail pour les âmes. Et ça, je suis hyper contente. Parce que vous êtes géniaux, les gars. En 2021, qu'est-ce que j'ai appris à faire ? J'ai appris à créer une marque de bijoux. Oui, Amulette, collection Ouest, qui était basée sur les villes de l'Ouest du Cameroun dont je suis originaire. Et ça a été une belle aventure qui est née à Zanzibar, je crois, qui est née en juin à Zanzibar. Ça s'est fait assez rapidement. Et en fait, c'était une belle aventure. C'était aussi assez difficile et ça m'a demandé beaucoup de résilience. Et franchement, c'était top. Donc là, j'ai fait une pause par rapport à la partie ornement parce que je veux redéfinir comment est-ce que j'envisage Amulette ornement. Donc ornement, c'est tout ce qui est bijoux, les boucles d'oreilles que je porte là, par exemple. Mais également les vêtements et tout plein de choses parce que je suis en train d'embrasser également le côté artiste plasticienne que j'ai mis de côté pendant longtemps. Et en fait, je vais te partager où est-ce que j'en suis là pour l'instant. Amulette ornement, ça va vraiment être des collections limitées, des éditions limitées éphémères, où l'idée pour moi, c'est de travailler en symbiose avec la nature, c'est-à-dire que je vais essayer autant que faire se peut de récupérer des matériaux qui sont déjà existants. Donc là, quand je travaille avec le cuir, sur mes chokers, etc., c'est de l'upcycling. De sourcer un maximum mes matériaux, mes matières premières. Typiquement là, par exemple, ce sont des coris que j'achète encore sur Amazon parce que j'ai pas encore réussi à trouver le bon fournisseur, mais c'est un process. Et surtout, le plus important, c'est que vraiment, il y aura une quantité finie. Voilà, il y aura une quantité finie. Donc, il y a un nombre de pièces qui est créé. C'est disponible à la vente et quand il y en a plus, il y en a plus. Et peut-être qu'il y aura des rééditions, mais ma vocation, c'est pas de faire en sorte qu'on soit dans une consommation à l'infini comme ce qui nous est proposé aujourd'hui par le capitalisme. En tout cas, le capitalisme là, celui qui est là, quoi. Celui des Amazon, etc. Alors même, grosse parenthèse, je critique, mais en même temps j'utilise. Donc voilà, c'est un process. J'ai envie vraiment de remettre de la conscience et surtout de créer des pièces uniques, c'est-à-dire que voilà, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine de pièces et ensuite il n'y a plus. Et je pense que c'est aussi un rappel que la croissance à l'infini, c'est pas bon en fait. C'est vraiment pas bon. Il faut aussi accepter le caractère fini des choses. Hier, je lisais un article je crois que c'est Pick Up Brain, mais je crois qu'elle a rebrandé sa newsletter, c'est une newsletter de ouf que je recevais mais que je lisais pas vraiment, mais là que j'ai lu, et c'était justement sur notre incapacité en tant qu'humain à accepter le caractère fini de notre vie. Et justement voilà, c'est ça. Donc quand je reviens dans des collections qui sont à édition limitée, on revient dans voilà, il y a un début, il y a une fin. Comme à la vie, il y a un début de la vie, il y a une fin de vie. Et c'est ok, ça fait partie du cycle. Donc voilà. Le 12, j'ai également appris à jeter ce qui ne me sert plus. Ça, c'est un peu dans la même énergie que fermer les portes, etc. C'était vraiment parce que j'ai eu à déménager. Donc j'ai quitté mon appartement parce que le but pour moi, c'est toujours de vivre en Afrique de manière... si on fait une proportion, une proportion dans ma vie, 80 en Afrique, 20% dans le reste du monde. Donc bon, là, on est en train d'ajuster le curseur. Mais donc du coup, en quittant l'appartement, j'ai eu à me débarrasser de pas mal de choses. Parce qu'en fait, l'idée pour moi, c'était pas de juste mettre toutes mes merdes et tous mes trucs dans un carton pour les stocker. J'ai encore pas mal de merde quand même à gérer. Mais c'était important pour moi d'accepter qu'il y a des choses qui me servent pas, en fait. Et tu sais, c'est vraiment ces choses où tu ouvres la boîte et tu dis « Ah, mais j'ai ça! Ah, j'avais oublié !» Mais en fait, si ça fait 6 mois que tu n'y as pas pensé, c'est que tu n'en as pas besoin.
Donc vraiment de m'alléger au maximum, de jeter, de donner, de vendre. Je l'ai fait aussi au niveau des vêtements, vraiment de dire ok, ça est-ce que ça me fait kiffer ou est-ce que ça me fait pas kiffer, est-ce que c'est un hell yes, est-ce que c'est un on dit quoi, full fuck yes, ou c'est un no. Si c'est pas un full fuck yes ou un hell yes ou un putain de oui, alors pourquoi est-ce que je garde le truc? Donc voilà, me détacher un maximum de la matière pour m'alléger et pour pouvoir prendre de la hauteur. J'ai également appris... that one, la 13, très bon chiffre. J'ai également appris à oser provoquer des conversations dérangeantes. On appelle ça des conversations cruciales. Il y a un livre d'ailleurs, je mettrai les informations dans la barre d'infos, qui s'appelle Conversations cruciales. Et en fait, c'est un guide pour nous apprendre à comment dire, avoir des conversations cruciales. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en détestant le conflit, c'est-à-dire que j'aimais pas qu'on hausse la voix, j'aimais pas quand les gens s'énervaient, donc c'est pour ça que je suis devenue aussi une grande people pleaser, donc cette espèce de caméléon qui va tout faire, tu vois, un peu charmante, charmeuse, et donc un peu manipulatrice pour pouvoir faire en sorte que, voilà, l'atmosphère dans laquelle on est, tout le monde se sent bien, même si c'est de façade. Et en fait, de passer du ok, je veux éviter les disputes à je veux avoir des conversations cruciales, ça permet en fait de faire circuler l'énergie et de ne pas être dans des faux semblants et dans des masques. Donc, en théorie, très facile, en pratique, quand même, ça demande... c'était complexe. Et tu sais, parfois, il y a des relations dans ta vie, tu sens que ça sent le caca. Tu le sens. Tu sens que ça sent le caca, tu sens qu'il y a un bail un peu chelou, tu sais, un truc qui a pourri, tu sais, un truc que t'as laissé soit dans l'évier, soit sous le comptoir qui est en train de moisir, etc. et t'oses pas regarder. Et en fait, t'oses pas regarder, le truc il est tombé, tu le ramasses pas, t'oses pas regarder, puis ensuite il y a des moucherons, puis ensuite il y a des mouches, puis ensuite il y a des rats. Voilà, c'est un peu la vibe. Donc dès que ça tombe par terre, dès que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, oser avoir des conversations cruciales. Et ça veut dire également accepter le fait que tu peux avoir tort, en fait. I don't like this shit. Mais à chaque fois que je le fais, en fait, c'est assez salvateur. À chaque fois que je le fais, souvent je vais pleurer après. Enfin, dans un cycle de réparation ou dans une méditation plus tard, je vais aller pleurer, enlever l'émotion, parce que peut-être qu'il y a des trucs qui ont été dits, qui ont été désagréables, ou j'ai eu le sentiment de ne pas être comprise, etc. Mais c'est aussi ma capacité à comprendre et accepter que la personne en face peut aussi avoir une vérité qui peut être à l'opposé de la mienne, mais qui n'est pas moins vraie ou valable. C'est aussi accepter le fait que la perfection que je cherche absolument, ce perfectionnisme-là, en fait, ça, déjà, bon, c'est un leurre, ça on en a déjà parlé, mais c'est également... en fait, t'es pas parfaite, en fait. Donc il y a des choses que tu vas faire, même si tu fais du mieux que tu peux, il y a des choses que tu vas faire qui vont blesser les gens, parfois. Donc voilà, donc avoir des conversations cruciales. Ouais, ça c'était une belle connaissance, un bon skills de 2021. Et donc dans cette même logique, le 14, c'est apprendre et accepter et oser partager mes limites, boundaries. Set boundaries, on dit en anglais, donc mettre ses limites. C'est-à-dire, ok, voilà, je suis Valérie, je suis disponible pour parler, pour machin, mais voilà le périmètre. Et à partir du moment où tu sors de ce périmètre-là, c'est plus possible. Donc, c'est pas plus possible comme avant où j'aurais complètement fermé et je te parle plus et je prends la distance. Je vais te dire, en fait, là, mon gars ou ma go, t'es hors limite. T'as dépassé la limite. Donc, c'est ok parce que tu peux pas le savoir, mais je te donne l'information. Attention, deuxième fois, c'est carton rouge. Et tu sors du terrain, tu vois. Et donc, ça veut dire également être beaucoup plus à l'écoute, en fait. Parce que souvent, on sent quand nos limites, elles sont dépassées par quelqu'un. Mais quand on est un peu people pleaser, etc., on a tendance à pas trop calculer, à dire non, mais c'est pas grave et tout. Donc, vraiment dire, en fait, ça m'a gênée. En fait, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Voilà comment moi, ça me fait me ressentir. Et en fait, je ne te porte pas de mauvaises intentions. Après, on peut en discuter. Mais voilà, moi, c'est pas ok, ça. C'est pas ok. Donc voilà un petit peu les nouvelles règles. Et ça veut également dire accepter que l'autre peut venir mettre ses limites. Et ça, parfois, c'est difficile. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je dois... Ok, je vais te donner un exemple générique. J'ai une amie qui... Mais en gros, tu sais, c'est... parfois, nous, les femmes, c'est ça, j'en parlais avec une amie, c'est...
il y a toute cette idée de consentement qui est là en ce moment, te dire ben voilà, tu peux être en train de draguer un homme ou être dans une relation, vous êtes en train de vous séduire, etc. Vous passez aux choses plus sérieuses, vous devenez intime, physiquement, etc. Vous embrassez, vous commencez à faire des préliminaires. Et en fait, à chaque instant, tu peux dire non. À chaque instant, tu es en mesure de dire non, finalement, je ne veux plus, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument juste. Mais ça veut également dire que si tu es dans une posture où toi, tu as envie, la personne en face de toi, donc en l'occurrence, dans le cas de mon ami, un homme peut te dire non. What? Et ouais, ça fait travailler en fait, ça fait vachement travailler. Parce que l'idée, c'est aussi d'incarner ce qu'on recherche. L'idée, c'est aussi d'incarner les valeurs qu'on souhaite être et donc de laisser la place aux autres d'être, en fait. J'ai appris en 2021 à moins prendre les choses personnellement. Alors celle-ci, à moins prendre, ça ne veut pas dire que je ne prends pas les choses personnellement. C'est juste que j'essaye maintenant de prendre du recul par rapport aux choses qui se passent autour de moi, par rapport aux réactions que les gens peuvent avoir, par rapport aux mots qui peuvent être posés, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens ne parlent pas de moi, ils parlent de eux-mêmes, de leur rapport avec eux-mêmes. Parfois, ils peuvent parler de moi et parfois, ils sont justes, mais la plupart du temps, ils parlent aussi d'eux-mêmes. Et parfois même, s'ils ont raison sur les choses qu'ils peuvent dire sur moi, ou par rapport à moi, c'est par rapport à leur propre ressenti et ce dont ils ont besoin ou ce dont ils ont peur, etc., etc. Donc, essayer de prendre du recul et pas me dire que, en fait, tout est lié à moi. Essayer de décentrer, en fait, la conversation et d'essayer de comprendre l'autre en face de moi. Ça ne veut pas dire que je le fais de manière instantanée, mais par contre, le travail, il se fait sur la longueur. Au bout d'un moment, je commence à capter qu'en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Et je commence à y croire aussi. Voilà, c'est pas juste le tout de le comprendre, c'est aussi de le croire et l'incarner dans sa chair. 16, j'ai appris en 2021 à oser rêver grand. À oser rêver grand. En fait, je me suis dit, et c'est, je pense, une pensée assez continue et assez présente de manière générale, comme celle de la mort, pour moi en tout cas. Je me suis dit, mais une fois que t'es connecté avec l'univers, les machins, les trucs, putain, mais pour le coup, c'est très paradoxal par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur le fait de penser les choses finies, mais que en fait, le potentiel, il est infini. Le potentiel, il est infini. Tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui te mets tes propres barrières. Et justement, dans une de mes séries préférées ever, Insecure, dernier épisode qui est sorti hier, donc attention, spoiler alerte, à la fin de ce dernier épisode, de l'épisode 10, saison 5, Issa dit à Lawrence, en fait, Enfin, je pensais que le monde doutait de moi, en fait. Mais en fait, j'étais la seule à douter de moi-même. And then I realized that it was all in my head. You know, no one was doubting me except for me. Et en fait, vraiment, c'est ça, de comprendre que on est nos propres freins. On est nos propres freins la plupart du temps, avec toutes ces pensées négatives, tous ces conditionnements parfois qui nous bloquent et qui nous empêchent de faire les choses, toutes ces voix qui ne nous appartiennent pas, on est nos propres freins. Et donc du coup, au fur et à mesure, voilà, en enlevant les couches de l'oignon, tu vois, de réaliser que, mais en fait, l'oignon il est infini, c'est une fractale. Donc si tu as envie de créer des trucs, vas-y en fait. Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Est-ce que tu vas réussir? C'est pas garanti, mais vas-y, lance-toi, tu vois. Est-ce que tu vas exactement aller au point que tu penses qui est le bon point pour toi? Pas forcément, le vent il va peut-être t'emmener ailleurs, et peut-être que c'est le ailleurs qui est mieux pour toi. Bref, en gros, c'est vraiment d'oser rêver grand. Donc en 2022, les gars, là, Dieu. Ah, ma vie, ça va être le feu seulement, sérieusement. Et attention, univers, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre le feu, parce que il y a des trucs chelous qui se passent sur cette planète en ce moment, mais en tout cas, ma vie, genre le feu de la création, on va dire, le feu des expériences, le feu de sortir de sa zone de confort, le feu de l'amour, le feu du voyage, le feu de l'Afrique, tu vois, ce feu-là, quoi, ce feu de vie. Donc, oser rêver grand. Et si tu oses rêver grand, tu as plus de chances de manifester. Alors, je sais, la manifestation, en ce moment, on entend parler tout le temps, partout, etc. etc. Peut-être que je suis aussi biaisée, parce que finalement, l'algorithme de mes réseaux sociaux est câblé sur ce que j'aime pour me maintenir dedans et me faire croire que le monde pense exactement comme je pense. Très certainement. Mais j'ai l'impression quand même qu'on en parle énormément. Et que du coup, il y a beaucoup de wouhou et de
de trucs un peu vides de sens qui disent il suffit de penser, tu vois, la loi de l'attraction, il suffit de penser et ça arrivera. Mais les gars, si tu mets pas d'action en place, si tu fais pas un travail pour comprendre quels sont tes conditionnements, tes blocages, etc., tu vas manifester R, d'accord ? Donc, tout ça, tout ce que je raconte là, tout ce travail d'acceptation, d'amour, etc., c'est aussi un moyen pour moi de manifester plus rapidement les choses que je veux. Et c'est une manifestation qui a, encore une fois, une direction, mais qui laisse la place à la réalisation. J'essaye d'être hyper précis sur ce que je veux et en même temps de laisser à l'univers, ma croyance, aux ancêtres, tout ça, la possibilité d'exprimer ma vision comme il le souhaite. Voilà, donc à manifester. Et honnêtement, là, je me rends compte que j'ai manifesté énormément de choses dans ma vie. Énormément de choses. Et de toute manière, comme je le disais au début, que tu le veuilles ou non, tu manifestes. De manière intentionnelle ou pas. Donc autant se mettre au taf, tu vois. J'ai également appris en 2021 à tenter ma chance. Tenter ma chance, ça veut dire par exemple, typiquement des choses très très simples. Oser demander, tu vois. Les quelques invités que j'ai eus, que je vais avoir en 2022, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais tu sais quoi, pourquoi tu lui demandes pas d'être dans le podcast ? Ouais, mais elle est quand même elle est quand même impressionnante. Et ben en fait, demande. Et les gens, pire des cas, ils te disent non. Meilleur des cas, ils te disent oui. Et pour le coup, j'ai eu beaucoup de oui. Donc, oser demander, oser dire, en fait, est-ce que tu pourrais, et les gens, en fait, sont vraiment disponibles la plupart du temps, donc oser tenter sa chance, oser exprimer, oser. Point 19, en parlant d'oser, bon, c'est pas vraiment un truc que j'ai appris, mais j'ai osé aller sur des applis de rencontres. Hey! Alors, si tu écoutes le podcast depuis longtemps, il y a un épisode que j'ai fait sur mes relations toxiques que je mettrai donc en vidéo quelque part sur YouTube et en lien dans la barre d'infos pour le podcast. Donc ça a été pour moi une grosse compréhension de pourquoi est-ce que j'étais tombée là-dedans. C'est parce que c'était familier en fait. C'était familier et donc ça semblait être la maison pour moi. Et j'ai mis du temps à comprendre que la maison, elle n'était pas dans les yeux de quelqu'un d'autre, elle n'était pas dans ce que je partageais avec quelqu'un d'autre. En tout cas, pas pour commencer, la maison, elle est en moi. Et en fait, 2 ans quand même se sont écoulés depuis cette relation, plein de rencontres, plein de compréhensions, plein d'incompréhensions, des gars géniaux, pas forcément des matchs, etc., etc. On apprend énormément de choses. Et c'est mon cousin qui m'a dit un jour, hello Maël, si tu m'écoutes, il m'a dit, ouais, mais tu dis que tu veux rencontrer quelqu'un, mais mais tu fais rien. What do you mean, tu fais rien? Bah, tu sors avec les mêmes personnes, tu fréquentes les mêmes groupes, tu sors pas beaucoup, truc, et j'étais en mode, what? Bon, bref, il avait clairement raison, donc en fait, je me suis remise sur les réseaux, et ça a été hyper intéressant parce que j'ai rencontré des gens vraiment top, et donc voilà, je vais continuer dans cette lancée-là, pas tant dans l'espoir de trouver quelqu'un, enfin, si, il y a quand même un espoir toujours de rencontrer quelqu'un cool, mais c'est surtout pour être dans l'énergie, dans le mouvement, en fait, pour pas être dans la sclérose. Donc on continue et pour faire des belles rencontres, continuer à rencontrer des mecs cool. 20, qu'est-ce que... that one, celle-ci, numéro 20. J'ai appris à transformer, à transmuter mon envie et ma jalousie en admiration. Je m'explique. Avant, j'avais le seum de beaucoup de gens. Principalement de femmes noires. En fait, plus tu me ressemblais et plus tu faisais des choses que j'aurais voulu faire dans ma vie, plus j'avais le seum. Alors, c'était pas quelque chose que je disais, etc. Et je pense que j'en avais même pas totalement conscience. Mais je disais, je l'aime pas trop, elle. The fuck, Lago, tu lui as jamais parlé, c'est quoi le truc? Et en fait, j'ai compris en fait que c'était beaucoup de jalousie la plupart du temps et d'envie parce que ce que ces personnes représentaient ou ce qu'elles projetaient comme image, parce que bien sûr je les connaissais pas, c'était des choses que j'aspirais à être ou aspirais à faire mais que je n'osais pas faire. J'avais pas les ovaires de le faire. Et quand j'ai capté ça, donc je pense que ce qui m'a aidée, c'est le programme que je suis, je pense que je t'en ai déjà parlé, c'est To Be Magnetic, je mettrai les infos dans la barre d'infos également, qui est un programme qui apprend justement à manifester. Pas le manifester wouhou bizarre, hein, le manifester où tu fais le travail, où il y a des neurosciences, tu vas aller repérer les blocages dans ton enfance, tu vas les comprendre au moment où la croyance qui t'amène à avoir ce blocage a été formé et tu vas aller ensuite débloquer, trouver des personnes qui t'inspirent, etc. Bref, c'est toute une science qui est hyper cool. Et en fait, je m'étais rendu compte que vraiment, les personnes que je jalousais ou que j'enviais pouvaient devenir juste des personnes que j'admirais. Et donc des personnes, en étant dans l'admiration, c'était dans la reconnaissance, admirer, donc voir,
miroir, donc voir en fait finalement que j'étais en miroir de ces personnes et que j'avais déjà tout ce qu'il fallait en moi pour devenir ma version de ce que j'aimais chez elles principalement. Et donc du coup, il y a plein de gens que je suivais principalement sur les réseaux sociaux qui me... En fait, je suis passée d'un suivi passif, où genre, ouais, je la suis, mais il y a un truc qui me dérange, à, putain, mais en fait, je la kiffe, cette go. Et yes, elle réussit ça. Et yes, elle fait ci. Si elle le fait, c'est que je peux le faire aussi. Si elle montre ça, c'est que c'est possible. Et en fait, ça shift, tu vois. Ça shift. Et donc maintenant, quand je ressens peut-être une envie ou une jalousie par rapport à quelqu'un, je me pose la question de, ok, c'est quoi le rêve qui est inexploité là pour toi ? Pourquoi tu bugs comme ça ? C'est quoi le problème ? Et donc d'aller ensuite révéler ça et ensuite aller dans la matière pour le créer, bah ça me permet d'être plus dans l'amour en fait. Bon, et tout ça c'est un process qui peut prendre du temps, hein, attention, hein, mais c'est juste, ça libère quand même vachement. Le dernier point, et je pense que c'est pas des moindres, bien sûr la liste n'est absolument pas exhaustive, c'est que j'ai appris en 2021 un peu plus que c'était que l'amour inconditionnel. Alors je l'ai appris à différents plans. Un plan qui me paraît assez évident, c'est celui dont je te parlais tout à l'heure, quand je disais que quand je fais mes respirations qui me permettent de me connecter à la source ou à me mettre dans un état modifié de conscience, j'ai vraiment ce sentiment-là d'être aimée de manière totalement inconditionnelle. Mais genre vraiment, j'ai une phrase qui m'est venue ce matin, c'est genre je t'aime d'une manière aussi infinie que l'univers, tu vois. L'univers, enfin c'est même pas quelque chose que tu peux arriver à conceptualiser, on peut pas conceptualiser l'immensité de l'univers, l'infini de l'univers avec notre cerveau qui fait déjà énormément de travail. Et donc voilà, c'est des moments comme ça, en fait, de rappel, de grosses doses de shots d'amour qui me disent, mais go, quoi que tu fasses, que tu fasses pas, tu te trompes, tu montes, tu descends, tu tombes, tu machin, tu es aimé de manière inconditionnelle. Donc ça, c'était une belle chose. Et le deuxième pan, et je pense que ça se fait un petit peu plus dans la douleur, mais je l'ai verbalisé la dernière fois avec, je sais plus qui d'ailleurs, c'est que parfois dans les relations les plus complexes, et particulièrement là je pense que la relation la plus complexe que j'ai dans ma vie, c'est celle avec mon père, et ben malgré toute cette complexité-là, et ben je pense que c'est la personne qui m'a le plus montré ce que c'était l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que malgré toutes les différences, malgré le silence, malgré les mots difficiles, etc., mon père, je l'aime de manière inconditionnelle. Donc, ouais, l'amour inconditionnel, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant et je veux continuer en fait à développer ça pour ne pas en faire juste une phase à un moment donné dans un temps de méditation, mais vraiment quelque chose qui est en fil rouge dans ma vie, que je peux transmettre et partager avec d'autres personnes autour de moi et leur apporter cet amour inconditionnel aussi. Et puis, bien évidemment, le transmettre à mes enfants. Hein, parce que bon, en gros, tout ça c'est pour eux, on le sait très bien. Voilà, je pense que c'est... That was a long one. Je pensais pas faire aussi long, mais je suis assez contente. Donc, les 21 choses que j'ai apprises en 2021, les voici. S'il y en a certaines qui ont résonné en toi, alors n'hésite pas également à revenir dessus, les noter, méditer dessus, te poser des questions, en parler à ta thérapeute, en parler à ta meilleure pote, en parler à ton go, à ta go, à ton gars, bref. À travailler dessus parce que c'est hyper intéressant. Et puis peut-être que tu peux aussi faire ta propre liste en fait. Alors j'ai mis 21 parce que tu sais, ça fait stylé 2021, mais en vrai, qu'est-ce que tu as appris sur toi en 2021 ? Quelles sont les choses pour lesquelles tu es reconnaissante ? Quelles sont les choses sur lesquelles tu as évolué ? Parce que c'est hyper facile de faire le point sur toutes les choses négatives, les galères, etc. Mais on a un peu plus de difficulté à voir en nous la lumière. Et la lumière, c'est l'évolution. Ça ne veut pas dire la perfection, mais c'est notre capacité à nous transformer, à passer d'un état A à un état B, qui est peut-être un tout petit peu au-dessus, mais c'est ça en fait le plus important. Si tu veux partager sur les réseaux sociaux les choses que tu as apprises en 2021, avec grand plaisir pour qu'on en discute. Et puis voilà, trop cool. Je suis hyper contente de faire ce podcast en vidéo, ça demande un peu plus de travail, mais en même temps, on a dit de rêver grand, donc c'est parti. Merci encore pour ton attention. Bien évidemment, le podcast est disponible, comme je disais, sur Spotify, sur iTunes. Je vais checker les autres applications parce que je pense qu'il y a un problème de référencement, mais je vais m'en occuper. Il est également disponible sur YouTube en vidéo. Donc si pour toi l'audio c'est pas trop ta came, mais que tu as envie de voir pour pouvoir suivre, I'm here for you. Donc voilà, disponible sur YouTube.
Bien évidemment, si tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, ça serait vraiment cool, même laisser un commentaire. Tu peux également aller sur le site amulette.world/podcast et laisser un commentaire sur cet épisode. C'est toujours cool de recevoir des feedbacks. N'hésite pas à m'envoyer un DM également, j'adore vraiment quand je reçois les DM, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis mais en fait, ça a du sens ce que je fais. Thank you. Et on se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je serai accompagnée de l'incroyable, la talentueuse, la magique Amel Zaïd du podcast Spiritualista. Donc, stay tuned. Et n'oublie pas que l'instant le plus important de ta vie, c'est l'instant présent. Le reste n'existe pas. Merci infiniment pour ton attention et peace. À très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Amulette Podcast. Un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.